Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant juridiquement, géopolitiquement, qui est en fait la décision de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale qui se déclare donc compétente en fait pour juger sur des crimes commis sur le territoire, je cite, de la Palestine. Et donc, à partir de là, une enquête donc va être ouverte. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu analyser rapidement tout de même les motifs juridiques en fait de cette décision et surtout les implications politiques et géopolitiques qu'elle pourrait avoir. Donc, c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc, vendredi, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale annonce, de façon surprenante, il faut le dire, qu'elle annonce qu'elle se déclare, je cite, compétente donc pour juger des crimes commis sur le territoire, je cite, de la Palestine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la procureure de la Cour pénale internationale, la juge gambienne Fatou Bensouda, a décidé en décembre 2019 d'ouvrir une enquête contre de possibles crimes de guerre commis en fait en Palestine, que ce soit commis à la fois par l'armée israélienne ou par des groupes armés palestiniens. Et donc, mais avant, si vous voulez, d'ouvrir une enquête officielle, elle voulait en fait avoir j'allais dire, l'assurance juridique que la CPI peut mener une enquête dans les différents territoires palestiniens. En fait, tout ceci ne paraît pas tout à fait évident d'un point de vue juridique, car en fait, pour être très clair, pour donner toutes les indications, en fait, la Palestine n'a pas tous les éléments constitutifs d'un État. Certes, il y a un gouvernement palestinien par le biais de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, d'un gouvernement à Gaza. Elle possède bien un territoire à Gaza et en Cisjordanie à Jérusalem-Est. Mais le problème, évidemment, c'est le problème des frontières. En fait, c'est un État dont les frontières n'ont pas été réglées et qui sont toujours sujettes à caution. On le voit bien que cette question des frontières n'est pas réglée. Et donc, c'est ça, en fait, le problème qui consiste, en fait, on peut regarder l'État de Palestine comme un État ou non. D'ailleurs, pour information, en fait, durant en fait, l'enquête de la chambre préliminaire qui est arrivée à cette décision de compétence, certaines parties, et notamment le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas, lui avait dit par exemple très clairement que l'État de Palestine n'est pas un État, n'a pas tous les éléments constitutifs de l'État, et donc que la Cour pénale internationale n'est tout simplement pas compétente pour juger des crimes qui se sont passés en Palestine. Et un certain nombre d'États en fait suivent en fait la thèse israélienne qui estime que la Palestine n'est pas un État. Or, la Chambre préliminaire, dans sa décision, suite à la question préliminaire posée par la procureure Fatou Bensouda, donc à elle qu'estimait que la Palestine est un État compétent. Je rappelle qu'elle est partie du statut de Rome, donc du traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Donc, elle a estimé qu'elle est compétente, en fait, l'État de Palestine. Mais elle a toutefois ajouté, pour être parfaitement claire, qu'elle ne statue pas sur un différend frontalier, ni qu'elle ne préjuge de la question des quelconques frontières. Donc en fait, certains la voient comme une victoire diplomatique. Le Premier ministre palestinien, sur l'antenne de France 24, a très clairement estimé qu'il s'agit aussi d'une victoire diplomatique, d'une reconnaissance de la Palestine dans ses frontières de 1967. C'est son interprétation, mais en tout cas, la CPI, elle estime qu'il ne s'agit absolument pas d'un règlement frontalier, mais très concrètement juste du fait qu'on peut enquêter sur les crimes qui sont commis en Palestine. Or, ceci va avoir des conséquences juridiques très importantes et géopolitiques extrêmement importantes, et j'aimerais donc les voir avec vous. Tout d'abord, la procureure Fatou Bensouda a annoncé que donc il va y avoir 3 enquêtes qui vont être ouvertes. Tout d'abord, une première enquête qui va être ouverte sur de possibles crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité sur la conduite de la guerre de l'opération Bordure protectrice qui a eu lieu en juillet 2014 sur le territoire gazaoui. Je vous rappelle, pour rappel, qu'il y a eu une très violente guerre qui a opposé donc les mouvements armés gazaouis à l'armée israélienne. Le bilan est extrêmement lourd. 2200 morts palestiniens, dont 1500 morts civils. Et du côté israélien, on parle de 73 Israéliens tués, dont 67 soldats israéliens.
Donc évidemment, il va falloir désormais enquêter pour voir s'il y a eu de la part de l'armée israélienne des crimes de guerre qui ont été commis, et du côté palestinien également si le Hamas ou le djihad islamique ou d'autres groupes armés ont également commis des crimes de guerre. Donc ça sera évidemment le fait que ça soit donc les crimes de guerre commis sur le territoire palestinien, il faut être très clair, cela vise aussi bien donc l'armée israélienne que les groupes armés palestiniens. Également, une enquête va être ouverte en fait sur la répression de la marche de la liberté qui a débuté, je vous rappelle, en mars 2018 et qui a duré environ un an. Je rappelle que chaque vendredi, en fait, des manifestants se rassemblaient à proximité, en fait, de la zone de délimitation, de la zone tampon entre Gaza et Israël. Je rappelle qu'Israël, en fait, à l'intérieur du territoire gazaoui, a créé une zone de tampon sur laquelle, en fait, les civils gazaouis ne peuvent pas accéder. Et donc, chaque vendredi, en fait, des manifestants venaient manifester pour dénoncer, en fait, selon eux, le blocus contre Gaza. Et donc, la procureure, Bensouda, est très claire. Elle va mener une enquête pour savoir s'il y a eu utilisation de moyens non létaux et létaux par des forces israéliennes. Je rappelle qu'il y a eu environ, d'après ce qu'on sait de mémoire, environ entre 300 morts au cours de ces marches de la liberté, 300 morts civiles. Et donc, il va falloir aussi déterminer si des crimes de guerre ont été commis par des forces israéliennes contre des manifestants. Ensuite, il y a une troisième une troisième enquête qui va être ouverte par la procureure Bensouda, qui concerne en fait la question de la colonisation. Selon elle est assez claire en tout cas sur la question de la colonisation. Elle estime que des membres des autorités israéliennes ont commis, je cite, des crimes de guerre en transférant des civils israéliens sur un territoire étranger. En effet, le transfert de population civile sur un territoire acquis par la force est une totale violation de la 4e Convention de Genève de 1949, autrement appelée Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice, qui est l'organisme suprême des judiciaires international, qui est un organisme également onusien, a estimé il y a quelques années, elle s'était prononcée que la 4e Convention de Genève était donc applicable au cas des colonies israéliennes, du fait que je rappelle qu'Israël elle-même n'a pas annexé ces territoires. Donc Israël non plus juridiquement n'a pas reconnu sa souveraineté. Donc à partir de là, il s'agirait donc d'un transfert sur un territoire étranger de population civile. Donc clairement, il s'agit selon la procureure Bensouda et selon également la Cour internationale de justice, une violation patente de la 4e Convention de Genève. Donc on voit, plusieurs enquêtes vont être ouvertes sur la guerre de Gaza de 2014 bordure productrice, sur la répression des manifestations lors de la marche de la liberté en 2018-2019, et un troisième volet qui va concerner la colonisation en Cisjordanie. Et donc tout ceci, évidemment, va avoir des répercussions politiques, évidemment, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour pénale internationale, en fait, est compétente et habilitée pour poursuivre des individus soupçonnés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou dans le cas également de génocide, pour des faits commis à partir du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la Convention de Rome, qui a donné naissance donc à cette institution de la Cour pénale internationale. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a 123 États qui sont partis au statut de Rome. Et en fait, ces 123 États sont dans l'obligation en fait de collaborer et d'arrêter les personnes concernées sur leur territoire. Donc, par exemple, il y a eu un cas concret, c'est en décembre 2009, il y avait une guerre à Gaza également, si vous vous souvenez, décembre 2008, janvier 2009. Et en fait, une famille de victimes palestiniennes avait porté plainte devant un tribunal britannique. Et Madame Tzipi Livni, qui était donc l'ancienne ministre des Affaires étrangères israélienne, a dû annuler son voyage à Londres du fait qu'elle aurait été arrêtée à son arrivée au Royaume-Uni, puisqu'en fait,
Donc, elle a été sous le coup d'un mandat d'arrêt. Et là aussi, ce qui va se passer, c'est que probablement de nombreux dirigeants responsables israéliens vont faire l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI. Donc de nombreux États vont être dans l'obligation d'arrêter ces personnes. Alors pour l'instant, il n'est pas clair contre qui vont être émis ces mandats. Le journal de référence israélien Haaretz a émis une liste de 200 à 300 personnes qui pourraient être arrêtées selon elle d'après leur service de renseignement. Et ce qu'elle comprend, c'est que par exemple le Premier ministre Netanyahou ou l'ancien chef d'état-major israélien durant la guerre de Gaza de 2014, qui est l'actuel vice-premier ministre Benny Gantz, pourraient faire l'objet, ces deux personnages clés de l'État israélien pourraient faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Donc concrètement, par exemple, M. Netanyahou se rend dans un État qui est parmi ces 123 États, imaginons, à la partie, elle sera dans l'obligation d'arrêter le Premier ministre Netanyahou ou le chef d'état-major Benny Gantz, ou peut-être même l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Ashkenazi, qui est lui-même également le successeur de Benny Gantz à la tête de l'armée israélienne, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, qui a été chef d'état-major de l'armée israélienne au moment de la marche de la liberté à Gaza, et donc a donné les ordres en fait, d'utiliser des moyens létaux ou non létaux sur les manifestants. Et donc lui aussi devra répondre de possibles crimes de guerre sur cette enquête, et également, sans parler également du volet colonisation. Donc, à partir de là, on voit des ministres israéliens pourraient être arrêtés à l'étranger. Et en fait, ceci crée il y a une panique actuellement au sein des responsables israéliens, à tel point que le ministre donc, des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, donc, qui est lui-même sous le coup d'une possible arrestation à l'étranger, ne cesse en fait depuis des jours, depuis qu'il a appris cette décision de la CPI de contacter en fait ses homologues à l'étranger, que ce soit Monsieur Lavrov, son homologue russe, que ce soit Monsieur Maas, son homologue allemand, ou Monsieur Blinken, son homologue états-unien, pour en fait empêcher que ceci arrive, car évidemment ce serait un coup terrible porté en fait à Israël. Donc évidemment, Israël essaye de trouver en fait, si vous voulez, des parades politiques pour éviter en fait la mise en application d'une possible arrestation. En fait, Israël tout simplement joue avec ses alliés sur d'une possible non-arrestation de dirigeants. Évidemment, tout simplement, Israël active en fait ses réseaux diplomatiques à l'international par le biais de ses alliés, que ce soit la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, possiblement le Royaume-Uni. Mais on voit que tout ceci tout de même pourrait quand même connaître des failles, malgré qu'Israël a de nombreux soutiens à l'international. Elle n'a pas non plus que des soutiens. Et donc, il va falloir voir comment tout ceci va être mis en œuvre dans les prochains mois et si ceci va en fait avoir des répercussions géopolitiques très importantes, non seulement avoir des conséquences à la fois sur le conflit israélo-palestinien lui-même, mais également sur les relations diplomatiques que peut entretenir l'État hébreu avec le reste du monde.